Bonjour à tous, bienvenue sur vous tous qui regardez cette vidéo sur les réseaux du Sarlat Handball Périgord Noir. Salut Greg. Salut Quentin. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette interview Inside SHPN, portrait de notre invité du jour qui est donc Joël Da Silva. Salut Joël. Ça va? Impeccable, et toi? Écoute, très bien en Tunisie, donc tout va bien. Ah bah super. Bon, on est ravis de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup de prendre le temps de répondre à nos petites questions. Donc on va te laisser te présenter, hein, mais je voudrais juste avant que Greg nous rappelle comment vous êtes rencontrés en fait. Je vais dire, le plus grand des hasards, on avait décidé avec un collègue d'envoyer des mails à des clubs de D1 pour essayer d'avoir des contacts, pour essayer de connaître comment fonctionne le haut niveau, je vais dire. Et Joël m'a tout simplement contacté par téléphone directement. Donc, et de là, on a réussi. Bon, on a discuté pas mal de temps, je pense. La première fois au téléphone, c'était assez agréable. Et du coup, après, on a décidé d'aller directement le voir à Toulon pour voir comment fonctionnaient les entraînements au niveau professionnel. Voilà. Au top. Bon, super. Bon, en tout cas, ça permet d'avoir des beaux échanges comme on va avoir maintenant. Donc, écoute, on est parti? Ouais, allez. Allez, c'est parti. Bon, première petite question, Joël. Encore merci d'accepter de passer ce temps ensemble avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, voilà, pour savoir un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais? Bien sûr, d'abord merci pour l'invitation. C'est toujours agréable de pouvoir échanger et d'évoquer ce qui nous réunit, c'est le handball. Et donc en plus, moi qui veux gagner du Sud-Ouest et de cette région pas très loin de chez vous, donc ça me rappelle toute mon enfance quand j'étais jeune joueur et les tournois et tout ça. Donc voilà, c'est avec plaisir que je suis là avec vous et avec ceux qui suivent cette émission. Je vais faire simple. Joël Da Silva, 52 ans, entraîneur professionnel depuis 2009. Auparavant, j'ai fait 10 ans de centre de formation à Toulouse et j'ai entraîné donc Toulouse en pro de 2009 à 2014. Après, de 2014 à 2020, j'étais à Saint-Raphaël et après, j'étais à Tremblay. Et maintenant, depuis l'été dernier, je suis à Toulon. Je suis dans ma deuxième année à Toulon. Donc, première expérience chez les pros au niveau féminin. Et voilà un peu mon parcours. Et après, mon parcours personnel, avant, je travaillais dans le monde de l'entreprise, donc j'étais un cadre de l'entreprise, Truffaut pour ne pas les citer, sur Toulouse. Et j'entraînais à côté, donc j'ai toujours entraîné depuis l'âge de 13 ans au club de corde. Et quand je jouais, j'ai toujours entraîné des équipes où j'étais. Et donc j'ai toujours eu cette fibre. Naturellement, quand j'ai décidé d'arrêter de jouer parce que voilà, j'avais atteint mon maximum en tant que joueur, je me suis investi complètement dans l'entraînement. Au départ, pas prédestiné pour être pro. Ce sont des circonstances qui ont fait que je suis devenu professionnel. Voilà, et aujourd'hui, pour résumer, c'est ma passion qui se trouve être mon métier, mais avant tout, ça reste ma passion. Donc, je ne le vis pas comme quelque chose de très difficile au quotidien, même s'il y a des enjeux sportifs, financiers et de résultats. Donc, voilà, mon état d'esprit est plutôt d'être resté ce que j'étais quand j'étais dans le monde amateur, avant tout une passion et de se faire le maximum. Passion partagée, hein, de toute façon, Oui. on est tous des fans de handball et Exactement. très heureux que tu te rapproches aussi du milieu amateur, que tu restes accessible aussi. Je viens d'un club de campagne. Je connais très bien Sarlat, je connais très bien les clubs aux alentours ou dans la région, puisque j'ai ou joué contre eux ou fait des tournois. Donc, ça reste une région que je connais plutôt bien. Et donc, ça me paraissait à la fois tout à fait normal d'accueillir Greg et Ted sur Toulon pour qu'ils puissent, en immersion, en plus avec un match, donc voir la préparation du match, voir le retour de match, voir le club au quotidien et voir ce qui est le monde pro, en tout cas dans le secteur féminin. C'est différent de ce qu'il y a dans le masculin, on pourra parler de ça si vous voulez. Et puis, rester au contact du monde amateur, c'est aussi la philosophie du handball en général. On est un sport où les joueurs ou les joueuses restent accessibles. La fédération est proche aussi des clubs sur le territoire. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Alors, tout n'est pas parfait, mais on a encore cette fibre où on est proche des clubs. Donc, ça paraît normal aujourd'hui d'être là et d'échanger sur, euh, sur le handball, comment je vois les choses ou comment vous voyez votre quotidien. Et justement, étant donné que tu as coaché des équipes masculines et féminines, est-ce qu'il y a vraiment une différence notable entre les deux? De fait, il y a la dimension physique
Chez l'homme, bien sûr, la puissance, la force, qui n'est pas la même chez les filles. Alors, le vrai gap qui a changé depuis quelques années, c'est dans le monde féminin, il y a des staffs préparation physique. Et donc là, maintenant, depuis quelques années, on voit depuis 7-8 ans des filles athlétiques avec des profils qu'on ne voyait pas auparavant. On voyait de temps en temps émerger des joueuses naturellement, mais pas prospectées. Donc là, on le voit là, quand on assiste aux Interpol en janvier, des filles. Franchement, le niveau des Interpol est très intéressant, avec des profils des grandes, des athlètes, des filles explosives, puissantes. Donc là, c'est vraiment ce qui a changé. Après, dans le comment dirais-je, dans le travail, oui, il y a des choses. Avant, on parlait chez les filles d'un sport d'évitement, c'est-à-dire qu'on évitait le contact. Maintenant, on se rend compte, quand on regarde encore les Jeux Olympiques, il y a de l'affrontement, on voit beaucoup de contact, beaucoup d'engagement physique. Donc, quand on regarde la finale de l'Euro, quand on regarde la finale du dernier championnat du monde, la Norvège contre le Danemark, voilà, le secteur central, c'est moi qui ai connu le secteur masculin, on voit que c'est costaud. Voilà, c'est ça. Et là aussi, peut-être encore la limite par rapport à la durée sur l'équipe de France, sur la Norvège, qui a peut-être encore un gap sur l'aspect physique. Et après, chez les garçons, quand on leur demande de faire des choses, voilà, ils sont plutôt dans l'exécution des choses. Chez les filles, elles ont toujours besoin de savoir ce qu'elles font et pourquoi elles le font. C'est-à-dire qu'elles veulent toujours donner du sens à ce qu'elles font. Et à partir du moment où elles savent ce qu'elles font, et pourquoi elles le font, elles sont complètement engagées. Après, le management est forcément différent. Voilà, il faut être plus dans l'écoute, plus dans l'échange, parce que voilà, dans la psychologie féminine, c'est très important. Mais honnêtement, après, à part ces petites, on va dire, différences liées à la génétique et au social, après, on peut faire. Enfin, en tout cas, moi aujourd'hui, je suis venu dans le handball féminin alors que j'avais des offres dans le masculin parce que j'avais envie de le faire. Et j'avais envie de le faire à ce moment-là. Donc, après, est-ce que j'y resterai? Ça, on verra. Mais en tout cas, c'était un vrai choix de venir dans le secteur féminin et de voir, moi, avec ma culture garçon, parce qu'avant tout, je suis un entraîneur garçon qui vient dans le féminin et qui essaye de progresser en tant qu'entraîneur. Je suis un jeune entraîneur dans le secteur féminin avec un gros passé d'entraîneur garçon et j'essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres un peu moins. Mais voilà, après, de dire qu'il y a des vraies différences, il y a des différences de fait, mais on parle du même sport. Donc je me souviens des cours qui existaient auparavant, c'était pas le même sport, on parle pas de la même chose. Aujourd'hui, on peut pas le dire. Enfin, en tout cas, moi, aujourd'hui, en étant dans le secteur féminin, on ne peut pas le dire. Après, il y a une donnée qui est très claire, mais ce n'est pas lié qu'au handball, c'est sociétal, c'est l'aspect financier. Aujourd'hui, c'est vrai que l'aspect financier dans le masculin et dans le féminin, c'est complètement différent. Les enjeux, la construction des budgets, l'attractivité. Voilà, aujourd'hui, il y a 10-15 ans de retard avec le secteur masculin. Voilà. Mais c'est aussi au niveau sociétal, dans la société civile. Donc, je veux dire, c'est un vrai travail et j'espère que les mentalités sont en train de changer. Les Jeux Olympiques et les Paralympiques ont été une réussite en termes d'inclusion et aussi de parité et d'image. J'espère que les politiques, les chefs d'entreprise, les clubs, les institutions fédérales vont continuer sur cette dynamique pour que voilà, le retard dans le secteur féminin sur l'aspect économique qui est fragile, on a encore vu avec Nantes qui a déposé le bilan, voilà, ces crashs économiques de clubs n'existent plus. Ce genre de situation, chez les garçons, il y a eu Villeurbanne l'an dernier, mais ça, la dernière remontée il y a 15 ans, donc c'était Aurillac. Donc voilà, il y a eu un gros travail qui a été fait là-dessus, et c'est vrai que là, pour le coup, c'est encore une vraie différence. Bon, et du coup, oui, ce passage au coaching d'une équipe féminine a dû être un moment assez marquant dans ta carrière d'entraîneur. Est-ce que tu as eu d'autres moments marquants comme ça au cours de tes années où tu as coaché différentes équipes Des moments marquants, il y en a dans une saison, il y en a beaucoup. Après, c'est de donner qu'est-ce qui est marquant et quelle valeur on va en donner. D'avoir entraîné Jérôme Fernandez dans ma carrière, c'est marquant. Faire venir Dani Sarmiento à Saint-Raphaël, c'est marquant. Avoir eu sous ses ordres Arnaud Radclasson, capitaine de l'Islande à Saint-Raph. Avoir Morten Olsen, champion olympique avec le Danemark. Faire grandir Dipanda. Mettre Valentin Porte sur la base arrière alors que quand il était à Toulouse, il jouait à l'aile. Avoir eu la chance d'avoir eu Wesley Pardin, d'avoir entraîné Gonzalo Pérez de Vargas. Des événements comme ça, au niveau des joueurs. Ouais. Et après, bien sûr, il y a des victoires marquantes.
mon premier match avec Saint-Raph, ou mon premier match à domicile, la première fois devant mon public, on va à Paris. Le but marqué du milieu de terrain qui nous fait gagner à Montpellier contre Montpellier avec Vincent Gérard. Notre saison magnifique avant que je signe à Saint-Raph où on finit 5e avec Toulouse. On vit une saison exceptionnelle et ça faisait depuis 98 que le club toulousain n'était pas revenu en Coupe d'Europe. La période Covid, ça a été marquant. Jouer dans des salles vides, avec des masques, s'entraîner, tester. Voilà, il y a plein d'événements. Premier match européen avec une victoire. Premier quart de finale avec Saint-Raphaël. Premier déplacement en Biélorussie. Première Final Four à Göppingen. Première finale en Coupe d'Europe en battant Magdebourg chez eux sur le dernier ballon. Voilà, premières victoires contre Berlin où on se qualifie au goal average parce qu'on gagne de 11 buts. Donc voilà, des matchs comme ça, il y a des événements comme ça. Le fait d'avoir été élu meilleur entraîneur, que Dipanda aille en sélection, que Coche aille en sélection. Voilà, il y a eu plein de choses, en tout cas dans ce qui s'est passé depuis 2009, qui ont été des choses marquantes. Maintenant, ça fait partie du passé. Et moi, surtout, je suis dans l'instant présent et dans le futur. Donc, je me souhaite de revivre des choses aussi fortes humainement à travers des joueuses ou des résultats ou des matchs qui marquent. Voilà, cette année, avec l'équipe de Toulon, la victoire contre Plan de Cuc à 4 journées de la fin, avec un effectif qui était vraiment très réduit. Et on bat cette équipe qui faisait une super saison et qui est le match qui nous permet de nous sauver. Donc voilà, ça a été un match riche d'émotions. L'événement qu'on a fait à Saint-Raph, où on perd sur le dernier but, alors qu'on joue à 7 tout le match. Voilà, c'est un super match. Voilà, il y a eu plein d'émotions comme ça. Donc, des événements marquants, il y en aurait beaucoup trop et je serais pas respectueux vis-à-vis de ce que j'ai oublié aujourd'hui. Voilà, une carrière, elle est faite de beaucoup de choses et il y a plus de bons moments ou de belles choses que de mauvais moments. Donc voilà, et ça a été depuis que je suis pro, ça a été très riche et très dense. Maintenant, il reste encore beaucoup de choses à faire et j'espère que j'en vivrai d'autres aussi bien, voire mieux. On espère aussi. Oui, on espère pour toi aussi, c'est clair. Ok, bon, et un petit retour vite fait sur ton passé de joueur. Tu nous as dit que tu avais quand même fait une petite carrière de joueur. Voilà, savoir comment ça s'était passé. Moi, j'ai joué dans les années 90. Voilà, j'étais un joueur pas très talentueux. Alors, à l'époque, pour les anciens, il y avait une N4 qui existait. Il y avait de la N1A, N1B, N2, N3, N4. Donc, voilà, j'ai joué à National 3, National 2. Voilà, c'était mon niveau de jeu. Euh, Après, le handball de cette époque-là, ça n'a rien à voir avec le handball aujourd'hui. Même aujourd'hui, à un niveau comparable, je ne suis pas sûr que nous, à notre époque, si on jouait une N2 de maintenant, je ne suis pas sûr qu'on existe. Voilà, c'était un autre handball, c'était une autre façon d'arbitrer. Voilà, il y avait des choses qui existaient sur le terrain qui aujourd'hui n'existent plus. J'ai aimé ce sport en tant que joueur, mais très rapidement, de suite, j'ai entraîné très jeune. À 13-14 ans, dans mon club, j'entraînais des gens de mon âge. Voilà, donc j'avais cette envie d'entraîner. Donc, en tant que joueur, j'ai fait ce que j'avais à faire, de m'épanouir, en tout cas d'essayer de m'épanouir. Mais je savais que je prendrais d'autant plus de plaisir à être entraîneur parce que là, je pouvais agir sur les choses. Quand on est joueur, en plus, je jouais à l'aile gauche, je dépendais beaucoup de l'arrière, beaucoup de choses. Et donc, alors que quand on est entraîneur, on est acteur du projet sportif, de l'équipe, des choix. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, j'ai arrêté, j'avais 29 ans, et honnêtement, j'ai arrêté du jour au lendemain à mon dernier match. J'avais dit, voilà, ce sera mon dernier match. Et j'ai pas eu de manque, j'ai pas eu besoin de jouer. Alors j'ai joué un peu en corpo quand j'étais à Toulouse, mais vraiment parce que c'était le prétexte de retrouver des collègues pour aller jouer ensemble et manger un bout après. Mais c'était pas dans l'idée de faire de la compète, tout ça. Après, j'ai fait beaucoup de sport à côté, beaucoup de courses à pied, de marathon, voilà, qui est mon sport de prédilection de départ. Donc voilà, je me suis orienté sur le sport individuel de la course à pied, où c'est pour moi, et où je me faisais mes défis à moi. Mais je me suis après investi complètement dans l'entraînement parce que même si je n'avais pas fait un plan de carrière pour devenir un entraîneur pro, de toute façon, même si j'étais resté dans la vie normale, j'aurais entraîné à côté de mon boulot parce que voilà, j'en avais besoin. Mais ma carrière de joueur aujourd'hui, ça n'a pas été quelque chose qui a été difficile à arrêter parce que voilà, j'avais compris très rapidement que
j'avais atteint mes limites et que voilà, c'était avant tout une aventure humaine à un moment donné dans un club où on est resté 7-8 ans ensemble. C'est plus ça qu'autre chose quand j'étais à Camou, mais voilà. Et qu'à ce moment-là, le niveau de jeu était intéressant dans le département, voire dans la région. Donc voilà, ça nous permettait de vivre des choses fortes. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas fait une carrière de joueur qu'on ne peut pas être un entraîneur. Et inverse, c'est pas parce qu'on a fait une grande carrière de joueur qu'on devient un bon entraîneur ou un bon manager. Donc je pense que. Alors après. Quand on a été un grand joueur et qu'en plus on a cette fibre d'entraîner, c'est sûr, ça permet de. Mais l'un n'est pas lié à l'autre et on peut réussir sans l'un ou avec l'autre. Voilà. Par rapport à ton rôle d'entraîneur, en fait, quelle est ta vision un petit peu du rôle d'entraîneur, de coach, sur et en dehors du terrain? Alors, je vais parler de mon rôle dans un club pro. Ouais, bien sûr, Oui. bien sûr. Parce que, en fait, ma vision. Alors, moi, avant tout, j'ai été d'abord un formateur. Donc, j'ai toujours gardé cette fibre-là. C'est-à-dire que accompagner, développer des jeunes pour les emmener au plus haut niveau. Puisque quand on fait le centre de formation, ben, c'est le boulot recherché. Et les faire aller au quotidien, travailler pour atteindre cet objectif. Passer pro et faire une carrière. Et donc, moi, aujourd'hui, dans le club, aujourd'hui, je suis là pour développer le club sportivement et remettre le club de Toulon sur la carte de la France mieux positionné. C'est-à-dire qu'on redevienne un club qui gagne, qui a un rôle dans ce championnat. Il y a plus d'une dizaine d'années, ce club était champion de France, 2 fois vainqueur de la Coupe de France, a fait la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un club qui a compté avec des internationales françaises, étrangères. Donc voilà, et puis après, le club, bon, l'histoire du club a fait que ça s'est étiolé, ça s'est effrité. Et donc là, l'idée avec le président qui est arrivé l'an dernier, c'est de repositionner le club voilà, dans le championnat et de remettre de l'ambition au club. Donc à la fois ben, en travaillant par rapport au budget qu'on a, ben, de faire le recrutement le plus pertinent possible. Ça, c'est la première chose. Et bien sûr, investir sur la filière de formation, le centre de formation, l'équipe réserve. Là, cette année, on a les U17 France, l'équipe 3 joue à National 3. Ben, voilà, aujourd'hui, on a toutes les équipes qui sont dans les plus hautes catégories. Donc, c'est ça aussi mon travail, c'est de relancer dans une ville qui compte 450 000 habitants sur la métropole, plutôt handball féminin, beaucoup de clubs qui font du féminin, peu de clubs qui font du garçon, ou en tout cas à des niveaux intéressants. Donc, il y a beaucoup de clubs féminins dans le secteur. Et donc, il y a une vraie filière de formation. On est entre Plan de Cuc et Nice, qui sont 2 clubs aussi en première division, et 3 pôles, 2 pôles à Marseille et 1 à Nice. Donc, on est sur un bassin dédié au sport féminin. Donc l'idée, c'est de se repositionner dans la hiérarchie, de reprendre un peu le leadership du secteur. Et après, autour du club, ben, c'est la notion de notoriété. Donc d'où ce stage, parce que je connais la fédération, on est invité, on joue 2 fois l'équipe nationale, c'est des matchs internationaux, ça nous permet aussi de se confronter à autre chose, de créer de la notoriété. L'équipe de France, voilà, encore aujourd'hui, j'ai eu Sébastien Gardiou, que je connais très très bien, donc qui m'a dit que l'équipe de France arriverait le dimanche soir à Toulon pour jouer le jeudi. Donc, on va pouvoir. Ça aussi, c'est important de créer un événement. Donc, en fait, mon travail autour, c'est aussi que le club redevienne attractif à la fois pour les partenaires, pour développer le budget du club, pour investir sur des joueuses peut-être encore plus intéressantes, plus hypées, staffer, développer le club, le centre de formation. Au lieu d'avoir 5 filles au centre ou 6, peut-être en avoir 8 ou 9 parce qu'on aura les moyens. Donc ça va faire monter la hiérarchie pour faire monter la réserve en N1. Voilà, tout ce travail-là qui doit être fait. Et donc au quotidien, c'est tout ce qui est construit, à la fois le rôle d'entraîneur sportif, et après, l'entraîneur-manager du club qui essaie voilà, du partenariat privé, les institutionnels, de l'image, voilà, développer des compétences au sein du club pour qu'on puisse, par exemple, si un jour le club redevenait européen, par exemple, en Coupe d'Europe, il faut parler anglais. Toutes les conférences de presse se font en anglais, tout se fait en anglais. Donc au club, c'est aussi obliger les gens à aller se former pour parler anglais, parce que ben, si on a la mission de jouer la Coupe d'Europe, ben, il faut que ce soit en anglais. Donc voilà, tout plein de choses, tout plein de petits détails, tout plein de des codes. Et l'idée, c'est ça. Le vrai avantage qu'il y a à Toulon aujourd'hui, c'est l'outil. Le Palais des Sports, Greg l'a vu. Ouais, L'outil, le Palais des Sports, plus le gymnase à côté, plus la salle de muscu. Même chez les garçons, il y a des clubs qui n'ont pas ça. L'outil, il y est. La région est magnifique, c'est-à-dire que pour faire venir des gens, même si les moyens, on n'a pas les mêmes, mais on peut vendre un contexte qui fait que les gens peuvent être bien. Donc on a un vrai atout, et ça doit être des choses qui doivent être mises en avant. Et après, il y a une vraie volonté
c'est une région qui aime le sport, qui aime les équipes qui gagnent. Il y a une vraie pression. Et c'est pour ça que c'est un projet qui peut être à moyen terme très intéressant. Donc l'idée, c'est de travailler le volet sportif, la notoriété, la capacité à faire des résultats, et le volet économique, institutionnel, image, pour devenir attractif. Et c'est vrai que la venue de l'équipe de France pendant 5 jours à Toulon, ça va être un gros coup de boost aussi pour le club. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, donc ton champ d'action est vraiment très large en fait au sein de Mais ta- en fait, Ludan, en n'étant pas de ce milieu-là, il est du monde de l'entreprise, Ok. n'ayant pas aucune connaissance des codes du hand, des réseaux, tout ça, euh, je pourrais me contenter d'être que l'entraîneur, de penser qu'au résultat, Ah mais ouais. je ne fonctionne pas comme ça. J'aspire pas à prendre les clés du club. C'est juste en même temps que le projet sportif avance, il faut qu'aussi le projet club avance et que, voilà, que ce soit corrélé pour que les joueuses comprennent où elles ont mis les pieds. Voilà, c'est aussi changer cette mentalité en règle générale d'un sport féminin par rapport à la notion de professionnalisme. Voilà. Quand on voit le club de Brest, comment ils sont structurés, les filles, quand elles arrivent à Brest, elles savent pourquoi elles sont là. Voilà. Ouais. C'est pas le cas partout. C'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est important aussi de faire monter le standard, les codes, l'accessibilité. Voilà, c'est tout un ensemble de choses. Et le projet sportif va permettre de. C'est vrai que gagner des matchs, ça permet de rassurer les partenaires, tout ça, et ça accélère. Mais pour autant, ça n'empêche pas que le côté autre que le sportif doit aussi avancer, voire plus, pour permettre d'avoir des moyens qui vont permettre de pouvoir recruter ou d'agrandir le staff et de développer des compétences qui vont nous permettre de stabiliser professionnellement et l'équipe dans une première partie du championnat pour après, éventuellement, dans quelques années, viser des titres face à Metz, Brest, Paris et je ne sais qui sera dans la course à ce moment-là. Ouais. Ok, super. Ouais, donc il y a Le, une le, vraie. le, projet, il y a l'instant T, c'est-à-dire le résultat du match, mais mon travail, c'est de dépasser ça. C'est-à-dire qu'il faut à moyen terme avoir une vision. Hmm. Voilà. Et quand on gagne des matchs, je dis toujours, on se donne du temps. On se donne du temps pour construire les choses. Quand on ne gagne pas ou quand on est en difficulté sportivement, voilà, ça. Mais pour autant, il faut avancer malgré tout parce qu'il faut avoir des perspectives de développement qui vont rassurer et permettre d'avancer. Ah, Ok. d'accord, bah écoute, avec tout ce que tu entreprends, c'est vrai que bon, on a des chances de voir Toulon se porter bien du coup cette saison. D'ailleurs, tes objectifs sur cette saison, Alors, mes objectifs, ce ne sont pas mes objectifs, c'est les objectifs des joueuses. Du club. Ouais. Après, il y a l'objectif du président qui se trouve être à peu près les mêmes objectifs. Aujourd'hui, on ne veut pas parler de maintien. On, on veut assumer une ambition d'être dans le 8-10, c'est-à-dire, et plus si affinité. Donc, pour Ok. prendre référence, parce qu'à un moment donné, après, il faut être factuel, l'an dernier, Plan de Cuc a fini 7e en gagnant 12 matchs. Nous, l'an dernier, on a gagné 5 matchs plus un nul. L'an dernier, honnêtement, sur la saison de l'an dernier, je pense on aurait dû gagner 4 matchs de plus par rapport D'accord. à ce qu'on a produit. Donc, on aurait été à 10 victoires. Donc, ça veut dire qu'il faut faire la même saison que l'an dernier, en concrétisant les défaites d'un but en victoire Ouais. et peut-être d'aller chercher une ou deux victoires en plus. Donc aujourd'hui, voilà l'objectif. Notre début de championnat, on fait 50 minutes à Metz, vraiment très très intéressant. Et après, Voilà. on, on se, on se saborde toute seule sur la fin de match. Et contre l'Astella, donc, qui avait gagné son premier match contre Mérignac, donc qui est arrivé sans pression chez nous, et qui Hmm. n'était pas prévu de jouer en D1 puisqu'elles étaient descendues Oui, oui. sportivement. Et nous, avec cette obligation de résultat, au demeurant, on avait plutôt bien travaillé, mais on a manqué de continuité, de discipline. C'est ce que j'ai dit hier soir à la vidéo, quand on a fait vidéo avant le repas, de débriefer du match. C'est qu'on avait manqué de discipline par rapport à tout ça et que par rapport à notre ambition, il va falloir qu'on augmente. Alors, je ne suis pas inquiet sur la qualité de l'équipe. On a une équipe pour faire une vraie belle saison. Maintenant, corroler une ambition, ça doit être aussi dans l'attitude. Et voilà, et ça, c'est un travail qui est très important au quotidien. Et c'est pour ça aujourd'hui, jouer la Tunisie en Tunisie, c'est une équipe nationale, c'est pas donné à tout le monde. Peut-être certaines ne le revivront pas, et on doit être à la hauteur de cet enjeu. Voilà. Et c'est pour ça que là, on avait une trêve à nouveau, on rejouait que dimanche prochain. Donc là, il y a des équipes, par exemple, Paris va s'entraîner toute la semaine prochaine pour jouer dimanche. Nous, on aura fait 2 matchs. Alors, il nous manque quelques joueuses parce que notre internationale portugaise est avec sa sélection. Suite au match de la Stella, on a une joueuse qui a fait une commotion, donc elle est restée à Toulon pour un protocole de reprise. Elle devrait Voilà. être prête. On avait une joueuse qui, en début de semaine dernière, s'était fait mal à la cheville. Elle va reprendre là. Ce matin, j'ai une fille qui s'est un peu tordue la cheville, donc elle ne jouera pas ce soir. Elle devrait être disponible. Voilà, on n'est pas non plus au complet.
j'ai pris tous les joueuses pro plus centre de formation, voilà, hormis la sélectionnée et la blessée qui est restée, la commotion qui est restée à Toulon. Et c'est une occasion pour elle aussi de montrer qu'on peut compter sur elle. Donc voilà, sauf que c'est du niveau international. Alors, certes, ce n'est pas le premier chapeau du niveau international, c'est plutôt dans la deuxième partie d'un championnat du monde, mais c'est une équipe internationale. C'est-à-dire qu'en face, il y a des joueuses qui sont internationales. Et donc, à ce titre, on doit être à la hauteur de cet événement. Donc, on verra tout à l'heure, à 18h, comment on va se comporter dans ce contexte. Du coup, on revient un peu par rapport à cette interview. Une question qui voilà, par rapport à ce que je t'avais envoyé par message pour savoir si tu voulais bien devenir le parrain du club de Sarlat Handball Périgord. Donc, on voulait savoir qu'est-ce qui t'avait motivé à accepter cette demande. On m'a demandé gentiment, donc il n'y avait pas de raison de refuser. Après, moi, je viens d'un club comme Sarlat, Cordes-sur-Sienne, pour ceux qui éventuellement connaissent, à côté de Gaillac. Donc, une petite 1200 habitants, il y a plus de monde dans le cimetière que dans le village. Voilà, je viens de là, je connais, donc ça me paraissait normal d'accepter, même si je ne vais pas être un parrain présent, parce qu'aujourd'hui je suis à Toulon, demain je serai peut-être à l'étranger, ou peut-être je reviendrai, j'en sais rien. Mais voilà, mais en tout cas, je serai quand je pourrai, comme ma famille et mes parents sont dans le Tarn, je suis pas très loin après, quand je reviens, je peux venir participer à un événement, tout ça. Donc l'idée d'être parrain, c'est aussi de garder ce lien, ce qui a été moi mon handball aussi. C'est-à-dire les clubs de village ou de petites villes qui travaillent avec un seul gymnase, pas tout le temps disponible, avec des gens qui travaillent, des bénévoles. Bon, là, aujourd'hui, à mon époque, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, on a des contrats en alternance, des salariés alternants. Donc, moi, à l'époque, ça n'existait pas. Voilà, donc déjà, par rapport à mon époque, il y a quand même des postes, on va dire, avec des futurs professionnels pour aider à structurer le club. Et donc, l'idée d'être parrain, c'est de pouvoir à mon niveau, permettre au club de grandir, de se développer, donner des conseils si on me demande, quand je viens, être là pour les jeunes, pour aussi que quand on est un peu éloigné du haut niveau, que le haut niveau vienne ou que par des événements, vous soyez chez nous, venir voir un événement, vous entraîner. Voilà, l'idée du parrainage, il est là aussi. Ça me paraît tout à fait normal de renvoyer l'ascenseur parce que moi je viens de ce niveau-là et qu'aujourd'hui si j'en suis là, c'est grâce à mon club à Cordes-sur-Sienne. Donc voilà. Donc quand j'ai pris ma première licence, si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, si j'avais pas pris de licence au hand, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc ça me paraît tout à fait normal de renvoyer l'ascenseur. Okay. Alors, je te remercie beaucoup en tout cas pour ça déjà. C'est normal. Moi je suis très, très, très fier et très honoré d'être le parrain du club, donc c'est cool. Moi j'aime bien. Nous aussi, on est ravis et tu vois, tout le club se joint à nous pour te remercier. Et avec puis, grand plaisir. on espère créer des liens chouettes, des liens sympas et que nos jeunes aussi puissent en bénéficier. Et puis, exactement, bien sûr. C'est l'idée, hein. C'est le but en fait. C'est ça, exactement. D'ailleurs, par rapport à ça, petite question par rapport au projet qu'on peut mettre en place. Est-ce qu'il y aurait des choses qu'on pourrait mettre en place à Sarlat grâce à ton soutien ou des petits partenariats, des choses comme ça? Oui, on a déjà évoqué certaines choses, des stages où on va venir sur une période de l'été ou peut-être l'équipe de France. Voilà, après tout va être le maillot. Là, cet après-midi, je vais faire dédicacer le maillot que je vais vous envoyer pour la tombola. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui vous permettront d'avoir des choses pour la tombola, d'améliorer votre quotidien pour les tournois, pour les enfants, envoyer des posters. Enfin, voilà, après, il y a une multitude de choses qu'on pourra faire, ou physiquement, ou par envoi, ou autre. Voilà, l'idée, c'est. Après, on verra ce qui est faisable ou pas. Aujourd'hui, tout est envisageable. Après, ça dépendra bien sûr de mon planning, des dispos, de ce qu'on peut faire. Voilà. Mais voilà, il y aura beaucoup de choses à faire et qu'on pourra faire au fur et à mesure que les disponibilités ou les plannings correspondront à nos besoins et à notre capacité à pouvoir s'organiser. Super, ok, super. T'as déjà prévu une petite date pour venir à Sarlat? Sincèrement, non. On prend le cours, mais c'est parce qu'on veut vraiment te voir physiquement. Ouais, bien sûr, bien sûr.
Peut-être à Noël. Bon, à Noël, je vais certainement descendre, donc peut-être, ou peut-être en novembre, je ne sais pas encore. Voilà, on verra sur les vacances scolaires, peut-être avec les filles pour venir voir ses grands-parents. Donc on verra. De toute façon, on se tiendra au courant, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Bon, Super. super, super. On t'accueillera avec plaisir en tout cas. Merci, merci beaucoup. Mais je l'ai bien compris. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à nos jeunes joueurs et joueuses, justement, s'ils veulent progresser, s'épanouir dans la pratique du hand? Bah, Justement, comme tu déjà, disais que tu as commencé à entraîner très jeune, je pense que tu peux peut-être avoir quelques bah, petits conseils. alors après, ça faisait très très longtemps. Déjà, en ce qui concerne les entraîneurs, c'est de le faire avec quoi qu'ils fassent, s'ils le font avec passion et détermination et autres. Voilà, ça c'est le plus important, c'est transmettre aux enfants leur passion, qu'ils prennent du plaisir, voilà. Alors oui, gagner, perdre, bien sûr, mais dans la victoire, rester modeste et dans la défaite, dédramatiser, trouver des axes de progression, voilà. Euh, et puis après, il faut que les groupes, en fait, il leur tarde de venir à l'entraînement, qu'ils disent à papa, maman, bon, c'est mardi, il faut aller s'entraîner. Voilà, donc il faut que quand ils viennent à l'entraînement, ils prennent du plaisir et que voilà, quand on est à Sarlat ou à Cordes-sur-Ciel, on ne fait pas du haut niveau, on ne fait pas de la compétition pour la compétition. On est là pour créer une émulation de club qui, à un moment donné, alimentera l'équipe première, qui fera que l'équipe première deviendra une vitrine. Et après, voilà, peut-être que ça fera monter le niveau. Aujourd'hui, euh, des clubs comme Sarlat ou Cordes, leur objectif, c'est que les gamins, ils viennent, ils prennent du plaisir à s'entraîner. On essaye de donner le maximum, de les faire progresser, que tout le monde ait l'impression de participer au match, à l'entraînement, voilà, qu'il n'y ait pas de gens mis de côté. Voilà, ça c'est très très important et surtout le faire avec bienveillance et être à l'écoute pour pouvoir voilà, parce que c'est de leur part c'est aussi un investissement aux enfants de venir, aux parents, d'accompagner, et il faut que le gamin quand il sorte des matchs ou des entraînements il ait la banane, et ça c'est le plus important, et après le reste euh, euh, les progrès, le collectif, les victoires, tout ça, ça viendra en second temps. Après, ça dépendra du projet du club aussi, des ambitions, comment on veut construire les choses. Voilà, c'est pour ça qu'il faut écrire un projet sportif, un projet technique. Il faut mettre les entraîneurs en formation. Voilà, il faut qu'il y ait aussi créer des vocations pour qu'il y ait des gens qui entraînent, qui arbitrent. Voilà, il faut des ressources, des bénévoles. Voilà, c'est quand on est dans un club comme le vôtre, il faut régénérer. Voilà, il faut pas que ça dépende que toujours des mêmes. Donc c'est ça aussi. Et il peut y avoir dans les enfants qui viennent s'entraîner ou jouer, les parents ils voient leur gamin bien, peut-être qu'ils peuvent être disponibles pour, je sais pas, moi, faire les sandwichs le jour de match ou tenir la buvette ou accompagner en voiture. Mais voilà, créer cette dynamique de club, de petite ville ou de campagne où en fait c'est le contexte, c'est-à-dire le match ou l'entraînement fait venir les gens et ils passent un bon moment. C'est-à-dire que quand ils repartent, ils ont la banane, ils ont oublié leurs problèmes du quotidien et ils rentrent chez eux avec la banane ou le samedi, d'avoir vu le match des grands, de boire un coup, de rester un peu parce qu'il y a des grillades, parce que le temps permet de faire des grillades dehors et que les gens ils passent un bon moment. Et puis quand ils rentrent, voilà, ils ont passé une bonne soirée. Et c'est cet esprit famille qu'il faut garder dans les clubs comme Sarlat. Et après, au fur et à mesure que ça va grandir, on garde cet esprit, mais peut-être qu'on montera, les équipes seniors vont monter, donc on va demander de plus de compétences sur la formation pour accompagner des jeunes qui pourraient devenir des joueurs de l'équipe 1, parce que ça jouera en National 3 ou en Prénat, ou une accession en National 3. Donc voilà. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est que les gamins, l'année d'après, ils re-signeront, et puis qu'ils n'aillent pas au foot ou au rugby, parce qu'en fait, ils se sont ennuyés. Et il ne faut pas qu'ils s'ennuient, en fait. Ok. Et c'est là où, en fait, c'est là où on sait que si on a fait une bonne saison, c'est à la fin de la saison, on a fini avec tant de licenciés, et quand on repart en septembre, qu'on a les inscriptions, eh bien, les catégories, elles ont évolué. C'est à un ou deux près, c'est toujours les mêmes qui sont là, qui sont revenus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas abandonné. Donc ça veut dire que là, on a fait ce qu'il fallait pour qu'ils prennent du plaisir et qu'ils reviennent au premier conseil, c'est ça. Et après, il faut partir en formation. Il faut aller chercher de la compétence. Il faut se former. Ça évolue beaucoup et il faut aller régulièrement se former, avoir l'humilité de se remettre en question pour aller chercher des choses nouvelles, pour être plus pertinent, pour être innovateur, pour comprendre aussi les problématiques qu'on peut avoir et donc d'avoir un regard extérieur qui va nous accompagner. Voilà, ça permet aussi aux joueurs et aux joueuses de voir que l'entraîneur aussi se remet en question et il essaye de trouver des nouvelles solutions pour que on ne fasse pas toujours la même chose, que ce soit pas toujours voilà. Et ça c'est important aussi. La formation c'est très très important. Moi, je suis un entraîneur qui a
tous les diplômes requis pour entraîner en pro, et pour autant, on se forme, on se reforme, on se recycle, on fait des séminaires, on va à l'étranger, on échange. Voilà, parce que notre métier, il évolue tellement que ce que j'étais il y a 5 ans, ça a déjà changé. Et il y a 5 ans, j'étais différent de ce que je suis aujourd'hui. La même philosophie, mais l'approche est différente parce que j'ai plus d'expérience, parce que j'ai évolué, parce qu'entre-temps, j'ai fait 3 clubs, j'ai vu d'autres choses. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que il faut être toujours à l'écoute de ce qui se passe. Écoute, merci beaucoup, merci pour tous ces conseils. Avec Écoute, plaisir. on C'est le rôle du essayer de parrain. connaître tout. Comment? C'est le rôle du parrain. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, moi, c'est que tu Tout à prends fait. ça bien à cœur, c'est cool. Bon, écoute, je sais pas si tu as d'autres petites questions, toi, de ton côté. Bah, peut-être derrière, étant donné que voilà, grâce à ton aide et au mien, nos 2 clubs, Toulon et Sarlat, sont quand même comment dire, se rapprochent beaucoup. On avait discuté à un moment donné. Penses-tu qu'un jumelage justement entre Toulon et Sarlat peut être possible? Bien sûr. Oui, oui, ça c'est. Moi, j'en ai déjà discuté au président quand tu m'en avais parlé. Hmm. Il n'y avait pas de souci particulier. Donc après, jumeler pour jumeler, ça ne veut rien dire. Après, il faut y mettre, faut mettre quelque chose derrière. Voilà. On est déjà jumelés, de fait. Je suis Ouais. parrain. Je vais vous envoyer un maillot dédicacé. Tu es venu avec Teddy au club. Donc, on a déjà ce jumelage qui fonctionne. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on attend du jumelage, qu'est-ce qu'on veut faire avec. Le jumelage, il va être plus important pour vous par rapport à l'apport que pour nous, parce qu'en fait, on serait dans le même secteur, vous seriez à 100 km, le jumelage aurait du sens par rapport au côté régional. Là, vous êtes à l'opposé dans la diagonale, il va être plus important pour vous que pour nous, dans ce que nous, on va pouvoir vous amener, ou par rapport aux gamins qui éventuellement viendraient faire des tournois dans le secteur, ou une semaine d'entraînement, ou un stage, quand on a les stages vacances, une catégorie qui viendrait faire le stage vacances. Voilà, ce sera plus ça, le jumelage. Après, il évoluera, en fait, il y aura d'autres interactions, d'autres évolutions. Mais aujourd'hui, le jumelage, il est déjà installé de par ce qu'on a mis en place. Oui, tout à fait. D'accord. Ok, merci beaucoup. Bon, c'est super. On espère que ça apportera ses fruits pour nos jeunes et que voilà, ils pourront profiter un petit peu de tout ça. C'est chouette. Bien sûr, ça portera ses fruits. Après, là, on est au début, donc on n'a pas encore acté des choses physiquement. Donc, je pense que les gens encore ne le voient pas parce que c'est pas concret. C'est-à-dire que je ne suis pas venu, à part Teddy et Greg qui sont venus. Après, la relation est là aujourd'hui avec toi sur l'interview. Pour l'instant, voilà, ça s'arrête là. On n'a pas plus évolué sur certaines choses. Donc là, il va y avoir un peu plus de concret avec le maillot dédicacé pour la tombola. Donc là, ça sera. Les parents vont poser des questions. Donc là, vous allez pouvoir faire diffuser l'information un peu plus concrètement. Il y aura l'équipe de France. Donc là, il y a une organisation que vous êtes en train de préparer pour venir. Donc voilà, il y aura. Voilà, ça va être autre chose. Voilà, ça fera une étape de plus dans le jumelage. Donc voilà, là, on va rentrer dans les choses un peu plus concrètes. Et après, on verra un stage d'été, nous, les pros. Voilà, on verra tout ce qui se passera. Ou un stage d'hiver, on verra si on peut passer 3-4 jours, pourquoi pas. Voilà, on verra toutes les organisations possibles et imaginables pour faire quelque chose. En sachant que maintenant, il y a Bergerac qui est un des deux, donc on peut même faire un match amical pendant notre préparation d'hiver. Voilà, on a sur place. Ouais, super. Écoute, super. On verra tout ça au fur et à mesure. Tout à fait. Très bien. Bon. Je pense qu'on est pas mal. Ouais. Oui. Bon, écoutez, merci. Merci à toi aussi. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir d'avoir échangé avec toi. On est ravis. Merci à vous d'avoir été disponible parce que j'ai bougé plusieurs fois le rendez-vous. Donc, on est arrivé avec Skype, donc c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Tout à fait. Ouais. Super. Bon, mais messieurs, bonne fin d'après-midi. Ouais, merci. À toi aussi. À toi aussi. Et puis, au à plaisir. plus tard alors. Ouais, ça marche. Et bon match pour ce soir. Ouais, bon match. Allez, ça marche. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao. Merci. Ciao. Bon, on est ravis de vous avoir proposé ce moment d'échange avec Joël Da Silva, qui est donc notre parrain, le parrain du SHPN. On espère que vous avez apprécié cette vidéo et sachez qu'on est en préparation d'autres surprises. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux Instagram, Facebook, YouTube et notre site internet www.sarlat-handball.fr. À bientôt, Greg. À bientôt, Quentin. Allez, à bientôt. À la prochaine. Salut.